Aujourd'hui, je vous présente 3 façons d'optimiser la fiscalité sur vos comptes non enregistrés. Que vous soyez un particulier à haut revenu ou un entrepreneur, vous allez voir, il y a de belles économies d'impôts à faire si on optimise la fiscalité de ces comptes-là. Avant même de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 grandes classes de revenus qu'on peut recevoir dans un compte non enregistré. Premièrement, il va y avoir le revenu d'intérêt. Ça va être le type qui va être le plus pénalisant. Okay? Donc, on va parler d'à peu près 50,1% dans une corporation, puis jusqu'à 53,31% pour un particulier à haut revenu dans la plus haute braquette d'impôts au Québec. Ensuite, il faut comprendre aussi que les revenus d'intérêt, ça peut provenir de différents produits comme le CPG, les obligations, mais aussi les dividendes des actions étrangères. Donc, si vous recevez des dividendes étrangers, c'est compté comme du revenu d'intérêt. Donc, il faut faire attention à ça, ça peut être pénalisant. Ensuite, deuxième type de revenu de dividendes. Donc, généralement, dividendes canadiens, on va parler aux alentours de trentaine de pourcents, 38% environ d'impôts sur ce type de revenu-là. Quand même beaucoup mieux que le revenu d'intérêt, mais il y a toujours place à optimiser encore plus. Et finalement, le gain en capital, qui est la source de revenus la plus favorable du point de vue fiscal, étant donné que seulement la moitié du gain est imposable. Donc, dans une compagnie, s'il y a seulement la moitié du gain qui est imposable, on va parler aux alentours de 25% d'impôts environ payés sur un gain. Donc, c'est la façon la plus optimale de recevoir des revenus dans une corporation ou dans un compte non enregistré pour un particulier à haut revenu. Aussi, si vous êtes entrepreneur, c'est encore plus important de bien saisir pourquoi on doit maximiser la fiscalité de notre gestion, notre compagnie de gestion. Parce que si vous avez toujours une compagnie opérante, on peut se trouver à nuire à cette compagnie-là et à son taux d'imposition. Okay? Donc, à partir de 50 000 de revenus passifs dans notre compagnie de gestion, on va commencer à se faire gruger ce qu'on appelle le plafond des affaires. Okay? Le plafond des affaires, c'est quoi? C'est le premier 500 000 de bénéfices qu'on va recevoir dans notre entreprise opérante. Puis, c'est ce montant-là qui est taxé au petit taux d'imposition. Donc, si à partir de 50 000, on commence à se le faire gruger, mais on va perdre le petit taux sur ce premier 500 000 $-là, puis à 150 000 de revenus passifs total, on le perd complètement. Donc, vous comprenez que si vous avez des revenus excessifs dans votre compagnie de gestion, puis vous avez toujours une opérante, on peut perdre le petit taux sur le premier 500 000. Au lieu d'avoir, disons, 12 %, on va peut-être monter à 21 %. Donc, c'est quand même non négligeable. Ça peut être très pénalisant. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans nos comptes non enregistrés dans notre gestion. Ceci étant dit maintenant, première façon d'optimiser la fiscalité de nos comptes non enregistrés, c'est d'essayer de prendre nos actifs pénalisants du point de vue fiscal, okay? Donc nos actifs toxiques si on veut, puis les déplacer dans des comptes à l'abri de l'impôt comme le REER, le CELI. C'est sûr que si vous n'avez peut-être pas la place ou la répartition d'actifs ne le permet pas, cette première piste de solution-là, peut-être qu'elle ne s'appliquera pas à vous. Okay? Aussi, si vous avez un portefeuille, disons, 100% en revenu fixe, à cause de votre tolérance au risque, évidemment, si c'est 100% en revenu fixe dans notre gestion, puis c'est 100% en revenu fixe dans notre REER et CELI, ça ne sert à rien de remanier tout ça. Par contre, si les tolérances au risque sont différentes, puis on est capable d'envoyer les actifs qui génèrent du revenu d'intérêt, les dividendes étrangers, dans les comptes enregistrés, on va se trouver à faire des économies fiscales. Donc ça, à garder en tête, bien important. Deuxième stratégie pour optimiser la fiscalité dans vos comptes non enregistrés, ça serait d'utiliser, lorsque possible, des fonds en catégorie de société. C'est quoi un fonds en catégorie de société? C'est un fonds qui va être structuré différemment que sa copie conforme, disons, en fiducie. Okay? La structure, ce qu'elle va faire, grosso modo, c'est que ça va permettre au fonds d'éliminer les revenus d'intérêt et de dividendes étrangers, pour seulement qu'il aille à distribuer les dividendes canadiens et du gain en capital. Donc, de cette façon-là, en enlevant les revenus pénalisants, on se trouve à optimiser la structure globale du fonds. Okay? Par contre, ce n'est pas tous les fonds qui sont disponibles là-dedans, donc il faut faire attention. Comment on fait pour savoir maintenant si on en a de ce type de produit-là dans nos comptes non enregistrés? C'est simple, ça va être de regarder vos relevés. Okay? Vous allez regarder les noms des produits que vous détenez. Généralement, un fonds en catégorie de société, il va avoir le mot catégorie avant le nom du fonds. Je donne un exemple. Catégorie d'actions canadienne de la compagnie XYZ. Ensuite de ça, catégorie
de fonds d'action de la compagnie ABC, ainsi de suite. Donc, vous comprenez le principe. En français, c'est catégorie, puis en anglais, si vos relevés sont en anglais, ça va être classe. OK? Donc, gardez l'œil ouvert pour ça. Évidemment, c'est sûr que ce n'est pas tous les fonds qui sont disponibles dans cette structure-là. OK? Ce n'est pas non plus tous les fournisseurs qui ont accès à cette structure. Donc, il faut faire la demande à votre conseiller de voir, est-ce que j'en ai, moi, des fonds comme ça? Sinon, si vous n'en avez pas, il faut demander pourquoi. Peut-être qu'il va vous dire, c'est pas disponible dans le fonds qu'on a choisi pour une raison quelconque. Le distributeur de fonds n'a pas cette option-là de faire la catégorie de société pour ce fonds-là. Ensuite de ça, votre conseiller, peut-être qu'il n'est pas au courant que ça existe, cette structure-là. OK? Donc, c'est possible. Peut-être qu'il a oublié aussi d'en mettre. Ça se peut, ça arrive, des erreurs. Puis, troisième chose, c'est peut-être que votre conseiller n'a pas accès du tout à ces produits-là. Peut-être que le manufacturier de fonds, disons, il est en institution financière, au coin de la rue à la succursale, les chances sont qu'il n'a pas accès à ce type de produit-là. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça. Si jamais vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer un relevé, je vais regarder ça rapidement, puis je vais vous dire si oui ou non vous en avez. Troisième façon maintenant d'optimiser la fiscalité sur vos comptes non enregistrés, c'est la façon que j'utilise le plus, qui est ma préférée, c'est de construire des portefeuilles à la pièce sur mesure pour chacun de mes clients avec des comptes non enregistrés. Qu'est-ce que ça implique? Premièrement, il faut être conseiller en placement. Ça prend un permis de valeur mobilière pour pouvoir aller acheter directement les titres à la bourse, que ce soit des actions, des obligations. OK? Donc, ça prend ça. Si votre conseiller n'a pas ce permis-là, malheureusement, ce ne sera pas possible pour lui de faire ce type de portefeuille-là sur mesure avec des titres à la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour optimiser la fiscalité en choisissant les titres à la pièce? C'est simple. Dans le fond, ce qu'on va aller chercher, disons, on veut des actions américaines. On va faire attention à la sélection de nos actions. Par exemple, si on veut s'assurer que c'est fiscalement avantageux, on va faire en sorte qu'on n'ait pas trop de dividendes sur nos actions américaines ou même pas du tout, si jamais on n'en veut pas du tout. C'est sûr que ce n'est pas le même profil de risque, mais bref, si on est capable de s'éviter ou de contrôler le nombre d'actions qui versent des dividendes étrangers, déjà là, ça sera une chose de gagner. Ensuite de ça, ça s'applique aussi au niveau des obligations. OK? Dans les obligations, souvent, on va avoir un taux de coupon qui va nous envoyer un revenu d'intérêt. Par contre, en sélectionnant bien nos obligations, on peut faire en sorte de réduire de façon importante le revenu d'intérêt qu'on va recevoir. Comment ça se fait? C'est simple, c'est qu'on va aller acheter une obligation qui s'appelle une obligation à escompte. OK? Je vais vous faire une vidéo séparée là-dessus. Vous allez voir la fiscalité de ça beaucoup plus intéressante que, par exemple, un CPG. Donc, on va aller acheter une obligation à escompte avec un faible coupon. Le coupon, grosso modo, c'est la portion qui va nous verser des revenus d'intérêt. OK? Donc, on va minimiser le coupon puis essayer d'aller chercher l'obligation avec le plus gros escompte possible parce que ça va faire en sorte qu'on va déclencher un gain en capital à la maturité de notre obligation. Donc, c'est quoi une obligation à escompte en réalité? C'est qu'on va payer un prix moindre que la valeur nominale à l'échéance. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je peux acheter une obligation de la compagnie ABC pour 95 $, mais à l'échéance, on va me donner 100 $. Donc, ce 5 $-là de jeu, c'est ce qu'on va faire, c'est là qu'on va faire notre gain en capital. Donc, en optimisant ça, réduisant les coupons puis en prenant une obligation avec un escompte, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de transformer notre revenu d'intérêt qu'on aurait reçu si on avait eu un coupon élevé en gain en capital. Donc là, on vient de faire des économies importantes au niveau de l'impôt. Puis, du même coup, on vient s'assurer qu'on ne vient pas nuire à notre compagnie opérante si on en a une toujours. Ensuite de ça, un autre avantage, disons, par rapport à des fonds mutuels, c'est que nous, on va pouvoir contrôler les gains en capital qu'on va déclencher en vendant différents titres. On va même pouvoir déclencher des pertes en capital, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup plus de contrôle sur les distributions qu'on va recevoir. Contrairement, disons, à un fonds mutuel, que si le gestionnaire de la compagnie dit « OK, moi, je vends tous ces titres-là, je vends la moitié du portefeuille », tous les gains qu'il va avoir déclenchés, c'est tous les détenteurs de parts qui vont recevoir ça, alors qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est ça qu'on veut s'éviter, des distributions surprises, en fait, pour avoir une grosse facture d'impôt à la fin de l'année. C'est exactement ça qu'on cherche à s'éviter. Donc, en faisant la gestion un peu à l'interne nous-mêmes, on peut dire, OK, cette année, je vais vendre ce titre-là qui a un gros gain,
mais je vais être capable de réduire mon gain en vendant tel autre titre à perte peut-être, puis ça va venir compenser mon gain, ce qui va faire que peut-être à la fin de la journée, ben, mon impôt va être beaucoup réduit ou même annulé à 100%. Donc, c'est vraiment au niveau de la flexibilité que c'est très intéressant cette stratégie-là. C'est sûr et certain que pour le déclenchement des pertes qu'on va faire manuellement, il faut faire attention de ne pas racheter le même titre. Il y a des règles là, sur les pertes apparentes à respecter pour ne pas se faire annuler notre perte qu'on a déclenchée. Okay? Donc, on doit respecter un certain délai avant de racheter le même titre si on désire le racheter. Il faut faire très attention à ça. Il y a des règles importantes. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner à ce niveau-là. Donc, c'était les 3 façons d'optimiser la fiscalité de vos comptes non enregistrés. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous n'êtes pas certain que vos comptes non enregistrés sont optimisés, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. On pourra voir s'il y a place à amélioration ou pas. Si jamais vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. À chaque semaine, on dépose des vidéos sur les finances personnelles pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine dans le temps. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.